Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas? Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on passe en revue toute la tech et toutes les news et toutes les informations si importantes qui font notre monde dans l'économie, dans la politique, dans tout ce qui fait la société. On passe tout ça en revue de notre côté, on en tire le plus intéressant pour vous informer et également pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Et on vous le livre dans un package qui, j'espère, est plutôt... qui vous fait passer un bon moment, on va dire. C'est notre but, en tout cas. Je suis Patrick Béja. Et avant de nous lancer dans l'émission, qui va avoir des sujets sérieux, évidemment, comme le combat qui s'est engagé entre le président américain et Twitter, qui est un combat extrêmement important et important à comprendre. On va aussi parler de d'autres petites news, évidemment. Avant de nous lancer là-dedans, donc, j'aimerais quand même dire un mot sur les conflits et les émeutes qui ont lieu aux États-Unis. Je suis toujours, vous le savez, dans le monde du podcast, à cheval entre l'Europe et les États-Unis. Je suis dans un monde Internet qui n'a pas de frontières. Et je ne sais pas à quel point les choses sont débattues en France, mais sur Internet en général, il est difficile de faire un pas sans en entendre parler. Et il me paraissait difficile de ne pas l'évoquer, surtout pour dire que j'ai enregistré hier un épisode de mon podcast anglophone de Phileas Club qui portait justement sur la ville de Minneapolis, avec un contributeur à l'émission qui a déjà été dans l'émission auparavant, qui s'avère être métisse d'une part, donc bien sûr considéré comme noir, et qui vit à Minneapolis depuis très longtemps, qui nous parle de son expérience par le passé, du contexte de sa vie et de la vie de sa communauté. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, on ne va pas en parler dans cette émission-ci, ou pas directement, mais si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous parlez anglais, je vous encourage à aller écouter l'émission, puisque pour la plupart d'entre nous, et je sais que la plupart la plupart des auditeurs sont des hommes blancs, pour la plupart d'entre nous, donc le mieux qu'on puisse faire en ce moment, c'est d'écouter, tout simplement. C'est ce que j'essaye de faire dans cet épisode du Phileas Club. J'entends également certains d'entre vous qui se disent peut-être que ça serait bon de parler de la situation dans nos contrées également, puisqu'il y a encore une fois, pour une énième fois, une sorte de prise de conscience qui se fait sur ces sujets. Je continue à penser, et j'y pense presque toutes les semaines depuis des années, à un moyen de faire quelque chose en français sur ces sujets, une version du Phileas Club ou approchant du Phileas Club en français, pour ceux qui connaissent ça. Je n'oublie pas la chose et j'y pense très très fort. En tout cas, pour ce genre de sujet, ça pourrait être intéressant, mais bon, pour le moment, si vous parlez anglais, le Phileas Club est disponible. Parenthèse refermée, Jérôme et Corben sont là avec moi pour parler des sujets tech. Comment allez-vous ? Tout le monde. Ça roule. Petit rectificatif quand même, tu dis, à aider à comprendre. Moi, je comprends pas tout ce qui se passe en ce moment. Je vais être honnête. Tu veux dire dans la tech ? Non, dans le monde. Mm-hmm. Dans le monde. C'est un peu difficile de tout comprendre, je trouve, en ce moment. On vit quand même des choses assez folles. Je suis assez d'accord et c'est pour ça qu'il faut écouter. Et en l'occurrence, pour la tech, bon, j'espère qu'on va quand même aider à comprendre. Peut-être que du coup, je t'aiderai à comprendre ce qui se passe dans la tech aussi, Jérôme. Tu me diras en fin de section à chaque fois si tu as compris ou pas. Mais c'est plus, on va dire, la tech par extension, ce que fait la tech aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout. Parfois, j'ai du mal à comprendre les tenants et les aboutissants et où on va avec tout ça. Et toi, Corben, tu comprends tout ou t'es perdu également ? Non, moi je regarde, mais après, non, c'est compliqué, c'est sûr, mais écoute, je regarde, c'est tout, je fais que regarder, après, je pense que je comprends ce qui se passe, mais après, c'est mon avis, tu vois. Ouais.
Bah écoutez, pour le sujet principal qui va nous occuper, c'est sûr qu'il y a des éléments difficiles à comprendre, on va dire à analyser. Au moins, ce qu'on peut faire dans l'émission, avec un minimum de certitude, c'est vous expliquer les mécanismes de ce qui est en train de se passer, et puis essayer de discuter entre nous, entre connaisseurs, pour essayer de vous éclairer. Avant ça, tout de même, j'aimerais remercier ceux qui soutiennent l'émission, qui permettent à l'émission d'exister, c'est les patriotes, les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Et aujourd'hui, spécifiquement, je voudrais remercier Florian Kazmierczak, Austin Hewlett, Mathieu Vallès, Clément Dutoit, Maxime Leroux, Hervé Rouille, The Wanderer, Tibaltus, Coréus et Adrien Larger. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent financièrement l'émission. Et on va donc commencer avec, pour moi, le plus gros sujet de la semaine, qui est sans doute le plus gros sujet de l'année au niveau tech, hein, on est d'accord, et potentiellement même plus gros sujet que ça. C'est le combat qui s'est, on va dire, enfin engagé entre Twitter et le président américain spécifiquement, mais d'une manière plus générale, la manière dont les hommes politiques et les personnalités utilisent Twitter, souvent de manière... je ne vais pas commenter la manière tout de suite, mais on va parler de ce qui s'est passé. Alors, vous avez certainement vu que Twitter a, selon la manière dont on l'interprète, modifié, censuré, affecté un ou plusieurs tweets du président américain Donald Trump, et le président américain a répondu, comme à son habitude, de manière assez véhémente sur le réseau social, mais a en plus engagé une action qui n'est pas vraiment légale, mais qui est en tout cas gouvernementale, contre Twitter. Je vais détailler les faits et puis on va discuter de l'importance de la chose, et je le dis d'entrée de jeu, pour moi c'est un moment véritablement historique parce que ça touche à la manière dont les réseaux sociaux, qui représentent une énorme partie de notre communication aujourd'hui, la manière dont ces réseaux sociaux vont être gérés à l'avenir. Et c'est un sujet qui est discuté depuis longtemps, mais là on entre dans une autre phase où Twitter, qui avait été jusqu'à maintenant particulièrement laisser faire, aux grandes dames de certains d'ailleurs, qui réclamaient quelque chose de plus actif, a décidé de ne plus laisser faire justement. Et ça change énormément de choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques semaines de ça, Twitter a annoncé qu'ils avaient un nouvel outil d'information ou de combat de la désinformation dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Ils avaient annoncé qu'ils pouvaient ajouter à certains tweets des labels indiquant que l'information pouvait être erronée et que ces labels renvoyaient vers plus d'informations. On ne savait pas exactement quelle forme ça allait prendre. Il mentionnait dans cette annonce qu'il pourrait peut-être utiliser cet outil pour plus de choses que le Covid-19, sans plus de précision. Évidemment, quand on en avait parlé dans l'émission et la plupart des gens avaient l'œil rivé sur la chose, on a tout de suite imaginé que ça pourrait être utilisé, notamment pour les tweets de Donald Trump, qui sont particulièrement belliqueux en général, et pas forcément tout à fait justes, tout à fait vrais, qui utilisent des informations discutables, on va dire. La chose importante à mentionner, c'est que la raison pour laquelle on pensait que ça pouvait s'appliquer aux tweets de Donald Trump ou d'autres hommes et femmes politiques, c'est que la suppression d'un tweet avait jusqu'à maintenant été estimée comme un outil trop fort. Et c'est le seul outil, en gros, qu'avait Twitter jusqu'à maintenant pour combattre la désinformation ou des tweets de nature violente ou ce genre de choses. Avec cet outil-ci, on a un outil qui est plus doux, qui ne supprime pas le message, mais qui donne du contexte. Et on se disait, en particulier sur cette émission, on disait que cet outil-là pouvait être plus acceptable pour des personnalités publiques dont, selon ce que dit Twitter, la parole a une importance sociale, dans le sens où il faut pouvoir la lire et la discuter. Ils sont trop importants, et je pense qu'on peut comprendre la politique, ils sont trop importants pour être bonnement et simplement supprimés.
Donc ça, c'était la première étape il y a quelques semaines. Il y a quelques jours, ils ont appliqué un label à un tweet de Donald Trump. Ils ont précisé que si le tweet avait été d'une autre personne, ils l'auraient sans doute effacé, mais dans le cadre de cette politique d'importance de la parole des personnalités publiques et au premier lieu d'entre elles, le président des États-Unis, ils avaient décidé de ne pas l'effacer et donc d'appliquer le label. Le label apparaît en dessous du tweet et redirige vers un Twitter Moment, qui est une collection de tweets qui indique, le label lui-même dit « Get the facts about » ce dont il parlait. Get the facts, donc, obtenez les faits sur ce qui se passe avec des informations qui sont relayées par différents organismes, essentiellement des médias de la presse traditionnelle qui parlent du sujet en question. Le sujet, c'était le vote par correspondance dont Trump parlait de manière, on va dire, un petit peu erronée, ce qui est important pour des questions de démocratie, de remettre les choses dans leur contexte. Suite à ça, il y a également eu... Ah oui, je dois mentionner également que le cadre dans lequel a été fait cette application de label n'était pas très clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas su exactement pourquoi le tweet a été labellisé, qui a décidé que cette information était inexacte, qui participe à la correction de l'information. Tout ça était un peu flou, donc il est important de le prendre en compte aussi. Généralement, Facebook a des politiques beaucoup plus claires sur ce genre de sujet, ils sont plus prudents. Étape suivante, étape 3, ils ont ajouté un masquage d'un tweet de Donald Trump, masquage qui est un message qui apparaît à la place du tweet disant « Ce tweet est considéré comme dommageable, donc si vous voulez vraiment le voir, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez le voir. » Donc ça ne supprime pas le tweet, là encore, c'est un outil qui était déjà à leur disposition avant mais qu'ils n'avaient jamais appliqué au message de Trump. Donc, le tweet reste accessible très facilement, mais il y a une notice qui dit « Attention, peut-être que vous ne voulez pas voir ce tweet ». Là encore, c'est une première d'utilisation de cet outil sur un message du président américain. Étape suivante, Trump menace Twitter, comme on peut l'imaginer, sur Twitter, ce qui a une ironie assez intéressante. Encore une fois, il utilise la rhétorique fréquente dans les milieux conservateurs américains, selon lesquels les réseaux sociaux sont aux commandes des libéraux, donc comprendre de la gauche du spectre politique, et qu'ils sont biaisés en défaveur des conservateurs, et donc qu'ils utilisent leurs outils technologiques pour orienter et faire taire les conservateurs, ce qui, encore une fois, vu à quel point ces conservateurs-là utilisent les réseaux sociaux, c'est intéressant d'entendre cet argument. Mark Zuckerberg se prononce sur la chose en disant qu'il considère qu'il faut gérer l'information différemment et que, à moins qu'il n'y ait une menace physique immédiate, ils ne doivent pas toucher aux messages des hommes et femmes politiques. Donc sur Facebook, il dit, et sur les autres réseaux qu'il possède, il dit qu'ils ne feront pas ce que fait Twitter. À noter quand même que les deux méthodes me semblent valides. Le fait de dire on ne touche pas parce que c'est du discours public, c'est la méthode qu'utilisait Twitter jusqu'à il y a une semaine, pour quasiment tout, à moins qu'il n'y ait des choses illégales. Et la méthode de dire on va donner du contexte quand c'est clairement inexact, pour moi les deux approches sont valides. On ne sait pas laquelle est la bonne. Peut-être qu'on pourra en discuter plus tard. Le président américain signe l'executive order, dont je vais parler dans un instant. Et enfin, il y a d'autres tweets qui ont été labellisés de la même manière. Et encore aujourd'hui, dans le contexte des événements qui ont lieu aux États-Unis, différents tweets sont labellisés par Twitter ou masqués par Twitter de cette manière. Un point donc sur l'executive order. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit et donc il faut comprendre la section 230. Et je m'excuse de cette longue explication, je sais que dans les podcasts on aime discuter, mais là il faut vraiment comprendre de quoi il s'agit, sinon discuter ne sert à rien. La section 230 est une section d'une loi américaine qui s'appelle la Decency Communications Act. C'est bien ça, je crois que je ne me trompe pas dans le nom. En tout cas, elle permet aux réseaux sociaux et aux acteurs du net de modérer leur contenu
sans en devenir responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aux États-Unis, et je crois dans d'autres pays du monde, il y a deux types de gestion de contenu. D'une part, les éditeurs qui décident ce qu'il y a dans le contenu qu'ils éditent. Ça peut être des livres, ça peut être des magazines. Donc ils ont le contrôle sur le contenu qu'ils éditent et ils sont responsables de ce qui est édité, de ce qui apparaît dans leur contenu. D'autre part, les distributeurs. Ça remonte loin, hein. On parle, le premier cas, c'était une librairie. Une librairie est considérée comme un distributeur qui n'a pas vocation à savoir exactement tout ce qu'il y a dans chaque livre qu'elle va vendre. C'est un distributeur, elle n'est pas responsable du contenu de chaque livre. Donc légalement, c'est pas elle qu'on peut attaquer si le contenu d'un livre est légalement dommageable. Donc ces deux éléments existent, ces deux catégories existent. Avec l'arrivée d'Internet, on a eu des sites et des technologies qui permettaient d'avoir un site où il y avait du contenu de créateurs tiers, donc du contenu d'utilisateurs. Et l'attitude des éditeurs de ces sites, ou en tout cas des sociétés qui créaient ces sites, était de dire nous, il faut qu'on touche à rien, parce que sinon, on est considéré comme des éditeurs. Ils disaient, nous, on est juste des distributeurs, on est juste des plateformes, donc il faut qu'on touche à rien. Et évidemment, ça crée des problèmes, parce qu'il y a des contenus qui sont clairement répréhensibles, qui apparaissent dans les pages de ces sites publiés par les utilisateurs des sites. Alors, ce que dit le Section 230, la section 230 du Communication Decency Act, c'est ça le terme, cette section 230 dit « Les plateformes ont le droit de modérer le contenu de leurs utilisateurs sans être transformés en éditeurs et donc sans tout à coup devenir responsables de tout le contenu qui est publié sur les plateformes. » Et c'est un élément absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que ils ont, Twitter, Facebook, etc., a le droit de modérer le contenu posté par les utilisateurs sans tout à coup devenir légalement responsable de tout ce qui se passe sur la plateforme. Donc en quelque sorte, ils ont également une immunité sur la manière dont ils éditent le contenu des utilisateurs et pour que les sites puissent fonctionner, parce qu'évidemment, ça devient des décharges à contenu inacceptable s'ils n'ont pas le droit de le contrôler. Ce que veut le président Donald Trump, c'est qu'il dit cette protection qui leur donne le droit d'éditer le contenu des utilisateurs est dommageable, parce que ça leur, en fait, donne le droit d'éditer le contenu de manière biaisée contre les conservateurs. Dans le cadre des États-Unis, les conservateurs américains. Donc voilà là où on est. Il faut mentionner que cet executive order n'a pas vraiment de force légale. Il demande à d'autres organismes gouvernementaux ou semi-gouvernementaux de regarder ce qui se passe du côté de Twitter et Facebook. Mais il ne peut pas les y forcer. Bon, il est possible qu'ils regardent quand même. Pour avoir un changement significatif, il faudrait passer par le Congrès, sans doute, légalement, la question se pose. En gros, c'est beaucoup de bruit, mais ça peut pas forcément avoir de grandes conséquences directes. Bon, j'ai beaucoup parlé. J'espère qu'au moins vous comprenez un petit peu plus le contexte. Du coup, je me tourne vers Jérôme, qui était perplexe un petit peu avant de commencer la conversation. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce combat ? Je pense que tu as tout à fait raison. On est à un moment historique. On arrive. En fait, moi, il y a déjà un problème fondamental, mais depuis plusieurs années, et même la naissance des réseaux sociaux, la plupart, et on va dire tous les grands réseaux sociaux, sont américains. Et finalement, beaucoup de décisions qui nous concerne tous, parce que c'est la lecture des réseaux sociaux, comme tu le dis, est devenue quand même une source d'information précieuse. Hein. Attention, hein, je suis pas de ceux qui disent il faut plus qu'on ait de réseaux sociaux parce que c'est une catastrophe, machin. C'est une machine à désinformation, à fake news, machin, ce qui est
Ouais, non, mais moi je vois aussi que les réseaux sociaux ont donné une porte-voix à n'importe qui est une grande force pour la démocratie. C'est terrible, mais c'est vraiment un couteau à double tranchant, les réseaux sociaux. Quelque part, c'est une grande puissance qui est donnée à n'importe quel kidam, un grand porte-voix, mais ça se retourne aussi contre les démocraties. C'est comme toute innovation technologique, le couteau à double tranchant, on va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que les réseaux sociaux soient... Le problème, c'est que c'est des compagnies privées qui sont là pour faire de l'argent. Alors, le problème, c'est pas le problème, c'est les faits. C'est des compagnies privées qui sont là pour faire de l'argent et c'est des compagnies américaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et moi je me mets à la place de nous, Européens, non-américains, on se retrouve quand même pris dans des problèmes qui concernent le monde entier, mais les décisions sont in fine américaines. Et ça commence à devenir désagréable. Parce que ce qui va être décidé, ce qui va se passer entre Trump et Twitter, va avoir des conséquences pour tout le monde, en fait. C'est en ce sens que c'est vraiment un moment historique, parce que au-delà du combat spécifique entre Trump et Twitter, ce qui est en train de se décider, c'est comment est-ce que cette information peut être... Oula, qu'est-ce qui se passe chez Corben ? Il y a quelqu'un qui tape ? Chez Corben, je sais pas, il y a un rat chez lui, il est en train il essaye de le chasser avec ses pantoufles. Donc, ce qui se joue, c'est la manière dont la désinformation claire, la désinformation, la démagogie, on va dire, va être gérée sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, comme je le disais, les deux approches sont valables. Le fait de dire « je ne veux toucher à rien » ou presque rien, on va enlever ce qui est illégal, ce qui est de l'incitation à la haine, ok, mais les mensonges plus ou moins forts d'une personnalité publique ou d'un homme politique, je ne vais pas y toucher parce que c'est trop difficile de décider ce qui est vrai ou pas. C'est une approche qui est clairement valable. L'autre approche, qui est de dire on va mettre du contexte, on va mettre pas censuré, c'est pas censuré, c'est un astérisque ou un petit avertissement, est également valable selon moi. Et ce que veut le président Trump, c'est interdire à un réseau social la possibilité de censurer. J'utilise ce terme, c'est que je viens dont je viens d'expliquer que c'est pas le cas, mais le président Trump veut interdire à un réseau social d'ajouter cet astérisque. Ouais. Donc, si on va au bout de sa logique, il faudrait que les réseaux sociaux, les éditeurs web, aient l'interdiction de mettre une virgule après son tweet. Quand je dis une virgule, ça veut dire un petit peu plus d'explication. Je ne suis pas sûr que cette solution soit la bonne. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas. Mais le fait d'interdire cette possibilité est pour moi dangereusement... très dangereux pour la liberté d'expression. Et c'est pour ça Bien aussi sûr. Qu'il y a peu de chances que ça passe. Et c'est là que je reviens à mon propos, c'est que il me semble même assez urgent que des décisions internationales soient prises pour les réseaux sociaux. Je sais que ça n'arrivera pas. Je dis que c'est important que ça se passe, mais je sais en même temps que ça va pas se faire aussi simplement. Mais voilà, on a besoin quand même d'organismes peut-être indépendants aussi qui tranchent ces questions et de plateformes internationales parce que ça nous concerne tous. Parce qu'aujourd'hui c'est Trump, mais il faut penser déjà à demain. Et puis tous ces trucs-là, en gros, on ne s'offusque pas. Quand il s'agit d'un dictateur qui est reconnu comme un dictateur ou d'un type que la plupart des gens n'aiment pas beaucoup comme Donald Trump, mais les choses peuvent être aussi beaucoup plus insidieuses avec des gens qui ont moins, on va dire, quelque part, Trump s'est tellement outré et qui donne tellement de coups de pied dans la termitière que ça se voit, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui mériteraient beaucoup plus qu'on soit beaucoup plus vigilant et des gens qui sont beaucoup moins polémiques peuvent aussi distiller des choses qui sont dangereuses pour la démocratie. Donc c'est un problème complexe et ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que tout est américain et
C'est eux qui ont fait des réseaux sociaux. On utilise des réseaux sociaux américains. Quelque part, on a créé la situation dans laquelle on est, mais je la trouve désagréable. Voilà. Corben bouillonne, on va lui donner la parole. Je bouillonne. Alors, Oula. pour le petit bruit, mais, vous savez, j'ai les enfants à la maison, c'était un peu... Vas-y, on t'écoute. Je bouillonne. Parce que il y a ce que tu dis, Jérôme, c'est vrai, le côté américain, mais ça, je pense que malheureusement, on pourra pas y faire grand-chose. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, Twitter, nous, en tout cas, utilisateurs de Twitter, on est pris d'un côté, en tout cas, où Twitter est pris d'un côté par, on va dire, sa propre politique de modération. Donc, quelque part, est-ce que Twitter s'engage, on va dire, politiquement ou éditorialement, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en gros, est-ce que Twitter reste neutre vis-à-vis de ce qui passe sur Twitter, ou est-ce que Twitter s'engage? Donc ça, c'est une question que je pense qu'ils se sont déjà posées, et là, ils sont un peu aux limites du truc, parce que je pense qu'ils veulent pas s'engager politiquement. Ensuite, il y a la pression de tous les politiques et des pays, etc., qui disent attention les fake news, il faut mettre du contexte, il faut censurer, il faut combattre la désinformation, etc., blabla. Et puis quand on applique un peu ces règles qui viennent à la fois de la modération de Twitter, qui finalement se fait un peu pousser au cul par tout le monde pour contrer les fake news et compagnie, et qu'on l'applique à tous, y compris le président américain, bah là du coup ça marche plus. Donc la question c'est, est-ce qu'il faudrait pas mettre une règle qui dit que telle et telle personne sont au-dessus des règles de modération des réseaux sociaux, ou en tout cas au-dessus, et que tel président a le droit, ou tous les présidents du monde ont le droit de propager des fake news, ou ont le droit de faire des appels à la violence, je sais pas en fait, mais tu vois c'est c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Hein. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et même là, ils ont, selon leurs règles générales, le premier tweet de Donald Trump aurait dû être effacé. Et donc, ils ont fait une exception à leur politique en disant on ne va pas l'effacer parce que utilité publique, en quelque sorte, intérêt public plutôt. Et ils ont décidé de simplement ajouter le label plutôt que de l'effacer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Trump. Il y en a beaucoup qui le suivent aveuglément aussi. On l'a vu récemment avec la chloroquine ou ce genre de truc. Si Trump dit allez tirer à balles réelles, il y a plein d'abrutis qui vont tirer à balles réelles. Donc quelque part, Twitter, en rajoutant du contexte, je vais pas dire a peut-être sauvé des vies, mais en tout cas a peut-être permis à ce que il y ait peut-être moins de vengeance ou moins de haine, ou en tout cas même au niveau de la désinformation, moins de gens qui propagent de la désinformation. Mais en faisant ça, quelque part, sans le vouloir, je pense qu'ils se sont engagés politiquement en fait. Contre Trump, en tout cas, ils se sont engagés, quoi. C'est complètement en le sachant. Ils savaient peut-être pas à quel point ça allait ou jusqu'où ça allait aller, mais ils ont vachement préparé la chose. Oui, non, mais tu as raison, ils sont complètement coincés. Mais c'est pour ça que c'est tellement important, et c'est pour ça qu'on parle de moments historiques. C'est pour ça que j'ai parlé de moments historiques dans mon premier tweet sur le sujet qui analysait un petit peu la chose. Jusqu'à maintenant, il y avait une politique de laisser-faire, en particulier vis-à-vis de Trump, et là, on prend la décision de ne plus laisser faire. Et donc, on se pose la question, jusqu'où est-ce qu'on peut laisser faire ? Et Twitter, sans doute par la décision d'ailleurs, on le sait, parce qu'on a eu les rapport sur le sujet, par la décision de Jack Dorsey, a dit là on ne peut plus laisser faire. Et évidemment, il y aurait eu plein d'autres tweets avant, et je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres après, qui mériteraient d'être traités de la même manière, mais utiliser ça comme argument pour dire du coup il ne devrait en labelliser aucun est un faux argument. Il faut aussi noter que la question se pose si particulièrement pour Donald Trump, parce que c'est un personnage à peu près unique, ou disons qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui, on ne sait pas s'il y en aura plus à l'avenir ou pas, mais s'ils avaient fait la même chose avec un autre homme politique, je pense que la question se poserait peut-être un petit peu moins. Il faut noter aussi que, deux choses encore, d'une part en France on a pris une décision qui est qui va à l'inverse, puisque la loi Avia qui vient d'être votée, qui sera mise en application début juillet, impose aux réseaux sociaux de retirer les contenus manifestement illicites 24 heures après leur signalement, donc on leur demande de faire plus de gestion, de contrôle de l'information qui est sur leur plateforme. Et d'autre part, l'autre chose à mentionner, c'est que l'une des théories que j'aime bien sur ce sujet,
et qui est... Alors, j'ai vraiment... Si vous voyez les notes, si vous êtes patriote et que vous avez accès aux notes, vous allez voir qu'il y a une quarantaine de sujets que j'ai lus sur ce sujet, d'articles sur ce sujet. Et l'une des choses qui m'a paru particulièrement intéressante, c'est cette idée que, en fait, en combattant avec une telle véhémence Twitter sur ce sujet, ce qui est pour protéger sa voix, on imagine bien le coup de rage qu'il a eu en voyant sa voix principale menacée, mais c'est pas directement lié à Twitter, mais peut-être destiné à envoyer un coup de semonce envers Facebook, qui bien sûr porte la voix de Trump également, mais surtout porte les messages des campagnes politiques micro-ciblées de la campagne pour l'élection de 2020. Et donc, c'est un coup de semonce en disant vous n'avez pas intérêt à toucher à ce qu'on fait sur Facebook, parce que là, c'est pas la place publique de Twitter où tout le monde gueule et on n'entend plus personne. C'est le micro-ciblage qui va aller toucher ses électeurs potentiels très spécifiquement, avec des messages plus ou moins discutables, qui font l'efficacité de sa campagne. C'est la machine de guerre qui a porté Trump au pouvoir, hein, on peut le dire. On le sait maintenant parce que ça a été analysé. Ouais. C'est le data mining de Facebook qui a enfin, je veux pas faire l'analyse politique américain, genre spécialiste, mais de ce que j'en ai vu, en tout cas, l'efficacité était redoutable et qui a donné une majorité à une minorité. Ma phrase est un peu un contresens, mais en gros, il a réussi à rassembler des gens qui ne faisaient même plus attention à la politique grâce à ce micro-ciblage et qui sont son cœur électoral. Et pour qui il fait de la politique depuis qu'il est président. Moi, c'est ce qui me... c'est un peu hors tech, mais ce que je trouve le plus surprenant et le plus bizarre dans ce qu'on vit, c'est que c'est la première fois de ma vie que je vois un président qui ne fait absolument pas de sa présidence un truc rassembleur des Américains, mais on dirait qu'il continue sa campagne électorale depuis le début et qu'il ne fait que des choses pour son électorat. Et d'ailleurs, son électorat est ravi parce qu'il dit « Ah bah, au moins, Donald Trump, il fait ce qu'il avait promis. » Bah oui, puisqu'en fait, il suit son programme électoral, en fait, depuis le début. Mais il n'a absolument pas rassemblé les Américains ou fait une politique américaine. Il fait une politique... Il y a une forme de hold-up. Mais enfin bon, là, on part sur d'autres sujets. On part sur d'autres considérations. Pour bien comprendre ce qu'est le micro-ciblage, ils ont des centaines et des centaines de versions de leur publicité qu'ils peuvent envoyer à une cible très réduite qui va être tel âge, telle ethnie. Non, je ne pense pas qu'on puisse cibler par ethnie, mais quand tu cibles suffisamment finement géographiquement, bah, ça revient presque au même. Tel type d'intérêt, etc. Et ils peuvent avoir des centaines de pubs différentes qui vont aller à des tout petits groupes. Et c'est ça qu'on appelle le micro-ciblage. Et sur chaque pub, c'est des variations souvent, mais ils vont parler d'un sujet qui tient à cœur très spécifiquement à un petit groupe qu'ils vont pouvoir cibler. C'est ça le micro-ciblage en fait. C'est pas une pub à la télé qui va toucher 4 millions de personnes, c'est des centaines et des milliers de petites bannières qui vont être diffusées sur Facebook, qui vont toucher chacune 50, 100, 200, 1000, 2000 personnes. Et c'est cette arme de guerre que, bon, selon cette idée, Trump voudrait protéger. Bon, on a fait très long sur le sujet, oui. On va conclure, mais bien sûr, je voudrais te donner la parole avant qu'on ne referme la page. Ouais, non, bah, c'était juste pour dire que toute cette histoire avec Twitter, finalement, en plus, ça a braqué les spots sur Facebook, qui justement laissent la parole libre à Donald Trump, etc. Et du coup, maintenant, ça se braque un peu sur Zuckerberg en disant hey Zuckerberg, pourquoi tu fais pas comme Twitter et pourquoi tu laisses faire tout ça, quoi. Ce qui est intéressant parce que Facebook a justement son grand comité de surveillance qu'on a détaillé il y a 1 ou 2 épisodes et qui fait les choses beaucoup plus dans les règles et qui explique beaucoup plus ce qu'ils font et pourquoi. Donc bon, c'est sûr que sur tu crois pas que par exemple si on se place à un niveau californien, Twitter c'est en Californie, etc. et la Californie est quand même assez réputée pour être parfois défiante avec la Maison Blanche.
ou en tout cas prendre ses propres décisions et faire un peu sa vie. Tu crois pas qu'il y a un aspect aussi politique là-dedans qu'une espèce de truc où en gros Twitter aurait eu un accord politique de la Californie pour se dire allez on y va, on va rentrer un peu dans l'art de Trump. Écoute, là tu spécules sans aucune base. Je spécule, mais c'est une question. Moi je crois pas. Décision comme ça sans décider, sans se concerter au niveau politique, en tout cas. Moi je crois pas. J'y crois pas, je sais pas. J'ai aucune indication que ça soit le cas. Et je pense que la question pesait sur Twitter depuis longtemps. Et pour une raison que je ne suis pas sûr de comprendre, peut-être qu'ils en ont eu marre, peut-être qu'ils se sont dit là il faut qu'on fasse quelque chose, peut-être que je sais pas. Ils ont décidé de changer d'orientation, mais jusqu'à ce qu'on sache ce qui s'est passé dans la tête de Jack Dorsey, je crois qu'on pourra pas vraiment avoir de réponse sur ça. Je pense quand même que ce qui s'est passé et ce qui se passe pendant la crise du coronavirus aussi a choqué et peut-être les dirigeants de chez Twitter, que y a eu quand même des fake news, mais tellement grosses comme des maisons, qui sont passées avec des vies de gens. Enfin, il y avait du matériel choquant. Moi, je veux juste revenir sur Facebook. Je pense que tu as tout à fait raison. Quelque part, Twitter met le feu aux poudres, mais le baril de poudre, c'est Facebook. Parce que Facebook, c'est sa manne publicitaire et il gagne énormément d'argent avec l'élection américaine. Non, je dirais pas que c'est sa manne, excuse-moi, je corrige, mais ça représente une petite partie de leurs revenus. C'est pas une... Ouais, mais pardon, continue. Mais c'est important pour eux pour d'autres raisons, bien sûr. C'est là où on revient aussi au truc, n'oublions pas que c'est des compagnies qui sont là pour faire du profit, de l'argent, avec du contenu qui est généré par les utilisateurs. Et les utilisateurs, ça peut être un président des États-Unis, ça peut être vous. Il y a un moment, il va falloir poser tout ça sur la table quand même. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et au niveau international. Là où le fait de déplaire aux hommes et aux femmes politiques... où ça peut affecter leurs revenus, c'est évidemment si des lois sont passées pour les désavantager. Et bien sûr, dans ce contexte, les annonces de Trump et son executive order donnent un ton, on va dire, qui peut leur faire un petit peu peur. Je veux ajouter 2 ou 3 choses avant de conclure. Ce qui est ironique, c'est que, comme je l'indiquais plus ou moins, si jamais la section 230 était durcie ou adoucie en fonction de la manière dont on voit les choses, si les réseaux sociaux étaient rendus responsables de tout ce qui se passe sur leur plateforme, sans distinction, s'ils étaient considérés comme des éditeurs, ça nuirait énormément à Trump. Parce que s'ils sont responsables de tout ce qu'il y a sur leur plateforme, bon, d'une part, Twitter peut plus exister, ça c'est direct. Oui, non, mais en plus Twitter, de ça, YouTube, toutes les plateformes. Ils vont plus accepter de contenu généré par les utilisateurs. C'est ça. Donc, ils peuvent plus ce qui fait leur essence ne peut plus exister. Mais au-delà de ça, le compte de Donald Trump serait le premier affecté. Parce qu'il est le premier à publier du contenu qui ne serait pas, pour lequel Twitter ne prendrait pas le risque. Donc la section 230 qui est attaquée par Trump, ironiquement, protège Trump indirectement. L'autre chose qu'il faut mentionner, c'est que je ne sais plus ce qu'est l'autre chose qu'il faut mentionner. Je sais plus. Bon écoutez, c'est pas grave. Moi j'ajoute juste un dernier truc, ça te reviendra peut-être. Il y a un truc quand même qui, en fait, c'est pas nouveau ces histoires, parce que si tu vois aussi les rapports des hommes politiques avec la télévision ou les médias, c'est toujours quelque chose de très complexe. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a des lois qui encadrent le rapport des hommes politiques avec les médias, les temps de parole et ce genre de choses. C'est que c'est toujours un tango de la muerte entre le pouvoir et les médias. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est que les réseaux sociaux sont des médias qui donnent des puissances à n'importe qui que les médias n'ont jamais connues. Donc les enjeux paraissent plus gros, mais finalement c'est des phénomènes et des législations ont eu lieu déjà pour contrôler ça. Donc on n'est pas en train de vivre non plus la fin des temps. C'est juste un nouveau phénomène. Ouais. L'application de cette question à la génération d'informations des réseaux sociaux. Ouais. Et le truc que je voulais mentionner, c'est cette question de qui décide de la vérité.
qui est un argument qui est important, bien sûr, qui est de dire ça n'est pas à Twitter de décider qu'est-ce qui est vrai ou pas, qui est un argument qu'on peut tout à fait comprendre. Et c'est pour ça que je dis, certains peuvent décider de ne toucher à rien. Et dire, nous, on ne va pas décider de ce qui est vrai ou pas, et donc on décide de toucher à rien, ce qui, encore une fois, était plus ou moins la politique de Twitter jusqu'à maintenant. Mais il faut laisser le choix aux réseaux sociaux de toucher à quelque chose, sinon, c'est justement l'anarchie. Et s'ils ont l'interdiction de toucher à quoi que ce soit, ça devient compliqué. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que dans cette argumentation de qui contrôle la vérité, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens qui défendent cette idée qu'il ne faut surtout toucher à rien, si c'était de la censure complète, peut-être que je pourrais le comprendre. Mais le fait d'ajouter un label, on a un vrai problème de désinformation. Ça, on l'a constaté, on est tous d'accord, on a un problème de désinformation. Et l'interdiction de le combattre, c'est souvent quelque chose qui est défendu par des gens qui veulent dire des choses qui seraient touchées par cette mise en contexte. En gros, pour prendre moins de gants, tous ceux qui ont défendu cette liberté d'expression absolutiste sont des gens qui ont été, dont on a expliqué qu'ils n'étaient pas bien les bienvenus sur les réseaux grand public et qui sont allés fonder des réseaux, des services de paiement, des réseaux sociaux, dont je ne vais pas mentionner les noms, mais qui sont généralement des havres de paix pour les suprémacistes blancs, les racistes, et voilà. Et je suis tout à fait d'accord, et Dieu sait que dans cette émission, on en parle beaucoup, des dangers de la décision de ce qu'est la vérité, et de donner ces clés aux réseaux sociaux. Mais appliquer ce raisonnement à cette décision de Twitter ici, qui est par petites touches très prudente, et extrapoler à dire on ne peut pas on ne peut pas laisser à Twitter décider de ce qu'est la vérité, c'est une extrapolation qui est tellement grande, à ce stade en tout cas, qu'elle est pour moi motivée par d'autres choses que ça. Et c'est souvent les gens qui prennent le plus de liberté avec la vérité qui vont défendre ce genre d'argument. Alors bien sûr, sur la théorie, c'est une question, et sur disons l'aspect philosophique, c'est une question très importante qu'il faut prendre au sérieux. Mais là, c'est justement parce que Twitter la prend tellement au sérieux et qu'ils ont mis tellement de temps à prendre ces décisions, qu'ils le font avec tellement de prudence, que je pense que l'extrapolation ne s'applique pas. Donc je voulais le mentionner aussi. Bon. Écoutez. Bon, de toute façon, si vous voulez, enfin, qui décide de la vérité sur Internet, c'est Corben, c'est le chef d'Internet, ça on est tous d'accord. On le sait bien. Voilà, nous, on n'a pas ce débat-là, parce que il suffit qu'on ait un problème avec une fake news, moi je vais voir chez Corben ce qui se passe. Corben.info. Écoutez, on va faire une toute petite pause pour vous rappeler que cette émission est financée... Ah tiens, avant de dire qu'elle est financée par Patreon, on a une newsletter qui peut aussi être un point de... Alors c'est tout nouveau, on a fait le test avec les patriotes pendant quelques semaines, quelques mois, et on va avoir une version de la newsletter que j'ai pour les patriotes, mais une version mensuelle qui va être disponible à tout le monde. On va publier le premier numéro qui va regrouper un petit peu les 2-3 mois précédents très bientôt. Si vous voulez vous abonner, c'est sur frenchspin.fr/newsletter. Vous vous abonnez, comme ça vous aurez le premier numéro qui va arriver très bientôt. Il y a des trucs assez sympas. En fait, l'idée, c'est que faut-il retenir de l'ActuTech quand on n'a pas le temps d'écouter l'émission. C'est quelques lignes sur chaque sujet, 5-6 sujets, on va dire. Une version plus fréquente est accessible aux patriotes, mais si vous voulez avoir la version mensuelle gratuite, et il y a d'autres petits bonus, des sites sympas, des trucs cool, frenchspin.fr/newsletter, vous mettez votre adresse email et vous la recevrez. Le lien sera dans les notes de l'émission. Et donc, je veux remercier les patriotes. Je veux remercier les patriotes, évidemment, qui soutiennent l'émission et sans lesquels cette émission n'existerait pas. C'est une chose que vous entendez régulièrement. Si vous ne pouvez pas vous permettre de soutenir l'émission, ou si vous simplement ne souhaitez pas le faire pour des raisons diverses qui sont les vôtres, c'est grâce aux patriotes, c'est grâce aux gens qui soutiennent l'émission que vous pouvez écouter cette émission. Donc, si vous appréciez le contenu, si on vous aide à y voir plus clair, évidemment, vous pouvez ne pas contribuer, mais
vous pourriez vous dire, écoutez, ouais, je l'écoute toutes les semaines, l'émission est sympa, j'aimerais bien avoir des petits bonus, des contenus sans pub, sans cette partie promo au milieu, avec des contenus bonus en plus dans mon flux privé. Eh ben allez, je vais aller donner $1, $2 à l'émission. Pourquoi pas? Patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission également. Ça prend 2 minutes. Allez, montre en main, 2 minutes à faire. Quand vous rentrez chez vous après le boulot, vous mettez les clés dans le petit bol. Et là, vous le dites avec moi. Ça fait 1, 2, 3. Cling! Oh, Patrick! Faut que je pense à Patrick et que j'aille sur patreon.com/rdvtech. Donc vous asseyez à votre ordinateur et en 2 minutes, vous avez fait votre bonne action et l'émission continue à exister. Je vous en remercie infiniment. Le passe-partout du podcast, avec ses clés. Alors, qui est comment il s'appelle? Le père Fouettard? Le père Fouras. Le père Fouras. C'est moi le père Fouras, je suis le doyen. Toi ou Corbett, je sais pas. Peut-être. Ah oui, doyen, c'est sûrement moi, toi. Ouais. Doyen, c'est moi le doyen. Je suis en train de devenir le doyen d'Internet si ça continue. Est-ce que vous savez ce que sont les step chickens? Non. Les steaks de chickens? Non, les step chickens. Non, évidemment. Mais vous n'êtes pas au fait des médias des jeunes. C'est encore. C'est sur TikTok, oui. Oui, voilà, oui, les step chickens. Ouais. Tu sais la photo de cette jeune femme asiatique qui est avec un filtre super bleu qu'on a vu un petit peu partout. Oui, je la connais, je la suis elle. Bah voilà, c'est les Step Chickens. Elle avait un costume de poulet et elle a fait plein de trucs pendant des années avec son costume de poulet et là elle est devenue super virale. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que elle est un exemple des cultes TikTok. Qu'est-ce que c'est que les cultes? On parlait des guerres entre les violets et les verts il y a quelques semaines, si vous écoutiez l'émission, qui venaient du jeu GTA 5, Grand Theft Auto 5. Et là, c'est un petit peu dans la même mouvance. Les cultes, c'est des sortes de groupes qui se forment autour d'une personnalité, notamment sur TikTok, mais pas que, ça déborde, et qui ont leur propre code, qui établissent leur propre code. C'est un petit peu les bandes, mais en beaucoup plus pacifique et à vitesse de l'Internet. Et les cultes sont très au courant de ce qu'ils font eux-mêmes. Et le dernier à la mode, c'est les Step Chickens. Donc, je vais vous passer l'histoire de pourquoi. Si vous avez la newsletter, vous allez voir la newsletter des Patriotes. Vous avez un article de Taylor Lorenz qui explique tout ça. Il y a une... j'ai lu, ouais. J'ai du mal à expliquer pourquoi c'est tellement intéressant, mais moi, ça me fascine complètement. Ces phénomènes en fait, c'est les mouvements de mode et de foule à l'heure d'Internet, à l'heure de TikTok, et c'est une variation sur ce qu'on connaît déjà, mais il y a une sorte de quête d'identité dans ces groupes que j'ai pas retrouvé de la même manière, peut-être parce qu'on était un petit peu plus âgés, dans les précédentes mouvances du net, et il y a une ludicité, une playfulness dans tout ça qui est très bon enfant, qui est peut-être une réponse aux soucis du monde qui se retrouvent dans les autres réseaux sociaux, où là c'est vraiment bon allez, on va souffler 2 minutes, on va faire des trucs débiles, ça va être marrant, et on va se vautrer dans cet humour, quoi. Je pense que le besoin d'appartenance à un groupe, ça a toujours existé, certes sans la puissance des médias sociaux qu'on a aujourd'hui. Après, moi, ce qui me fascine, c'est plus c'est absurde, plus ça marche, et ça, c'est un signe des temps. On a besoin d'absurde, en fait, je pense, en ce moment. Comme tu dis, de trucs on a besoin de rejoindre des bandes sans conséquences, sans politique, sans... Voilà, on a besoin de légèreté, je pense, en ces temps un peu lourds. Il faut que faut qu'on inscrive des codes. Il y a le fouet de Patrick que j'utilise plus trop en ce moment, mais celui-là il a des conséquences. Il faut il y a l'avocat du diable. Mais... Ouais, moi je le vois et dans mes émissions, par exemple le mot gravier est devenu un mot team gravier, c'est quand je déborde des sujets en fait. Jérôme part dans les graviers, c'est devenu un truc, on en a même fait un t-shirt, tu vois, sur notre boutique. Et en ce moment sur Twitch, je joue un personnage, Bert. Bert, bien sûr. Bah oui, un jeu Mountain Blades qui est un jeu moyenâgeux, mais ça y est, maintenant Jérôme, je peux te dire un truc aussi dans Star Citizen. Donc Team Bert est en train de devenir culte. C'est Mount and Blade, pas Blades. Oui, ça va. Bon, okay. Ça va. Tu chipotes. Un petit peu. Et qui te dit que je n'ai pas plusieurs blades?
Bah, donc tu renommes le jeu, bonne idée. Bah oui, je suis comme ça. Tu es un influenceur, du coup, Jérôme. Est-ce que tu vas te mettre à utiliser IGTV qui, désormais, partage ses revenus publicitaires avec les créateurs ? Alors, c'est important, ça. On en plaisante. Mais on disait à son lancement que Instagram TV, qui est une partie un petit peu séparée d'Instagram, mais mélangée quand même, était la meilleure alternative possible à YouTube, enfin celle qui était le plus viable. Ça a été lancé il y a peut-être presque 2 ans et clairement ça n'a pas décollé, mais ils sont en train de lancer un nouveau, ils n'ont pas abandonné le projet, ils sont en train de lancer un nouvel aspect du réseau qui pourrait attirer des créateurs et clairement ils ont la force d'Instagram derrière, donc ils partageraient 55% des revenus publicitaires avec les créateurs sur Instagram TV. Ils commencent avec 200 partenaires sélectionnés, mais ça va s'étendre à terme. T'y crois, toi, Jérôme, qui connaît très bien l'écosystème YouTube? C'est possible que IGTV décolle? On l'a vu justement, confinement et tout ça. En fait, il y a toute une catégorie de créateurs qui vont être plus les gens qui sont très actifs sur Instagram, lifestyle, qui ne veulent pas partir dans la vidéo YouTube compliquée à monter, le truc laborieux, et qui ont besoin de revenus, puisque c'est quand même aujourd'hui, donc qui vont être attirés par ça. De toute façon, aujourd'hui, il faut pas se leurrer, les créateurs, c'est devenu des petites entreprises, des petites PME, pour certains même des grosses, et que le revenu est fondamental pour attirer les créateurs. C'est pour ça que Facebook tire un peu son épingle du jeu parce que c'est des plateformes pour certains sujets qui sont très regardés, mais que ça soit YouTube, Twitch, Instagram, il y a intérêt à offrir du revenu aux créateurs, sinon ils viennent pas, quoi. Tu Donc crois, oui, toi, ça peut marcher. Corben? Oui, ça, alors moi, Instagram TV, tant mieux s'ils partagent les revenus. Après, moi, j'ai toujours pas compris comment on envoie un truc. J'ai réussi 1 ou 2 fois, mais c'est tellement. Il y a une app bordel, spécialisée, en fait, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est trop enfoui. Alors, par contre, j'aime bien regarder c'est vrai que c'est pas Instagram clair. TV. Comment ? C'est vrai que c'est pas clair, mais je crois que c'est pour ne pas mélanger les vidéos sur Instagram TV et les stories. Oui. Et c'est pour faire des trucs qui ont été prémontés, en fait. Mais par contre, tu dis, tu regardes quand même. J'aime bien les regarder, mais en poster, ça me saoule, quoi. Donc je le fais pas. Mais voilà. D'accord. Donc je suis pas sûr que même maintenant monétiser, ça change grand-chose, en fait. Ça risque d'attirer plus de créateurs, c'est ça le potentiel. Ouais. Facebook a lancé... Oui, vas-y. Oui. Là où il peut y avoir un marché, les créateurs de contenu qui utilisent des caméras, des grosses caméras et tout ça, ils vont pas y aller parce que c'est compliqué de faire une émission live sur Instagram si tu la fais pas avec ton smartphone, en fait. Mais par contre, il y a toute une génération et toute une catégorie de créateurs qui veulent pas aller au-delà du smartphone, ils veulent pas se compliquer la vie, pour qui IGTV peut être un truc intéressant. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est vraiment surprenant pour la génération d'avant à quel point le téléphone, en particulier sur Instagram, le téléphone est l'alpha et l'oméga, y compris de la production sur Instagram. C'est vraiment le téléphone et c'est tout, quoi. Facebook lance Venue, qui est un concept intéressant. C'est un concept deuxième écran pour lequel il sélecte. Alors, pardon, je vais préciser. NPE, c'est New Product Experiences, c'est leur bras de recherche et développement, on va dire, pour les apps. Et Venue, donc, c'est une app qu'ils lancent là maintenant, dont le but est d'avoir des personnalités sélectionnées qui vont commenter des événements, un petit peu à la manière de Twitter, mais qui est dédié à l'idée de ce commentaire en deuxième écran. Donc des événements sportifs, bon, il n'y en a pas beaucoup en ce moment évidemment, encore que on peut faire ça en streaming, des événements sportifs, des événements de tout type, télévisés, et donc ces personnalités vont commenter. Et donc on peut suivre ça de la même manière que ça se fait sur Twitter, mais beaucoup plus ciblé sur cette utilisation. Alors c'est très expérimental ce qu'ils font chez NPE, ce groupe de Facebook, mais j'ai trouvé l'idée intéressante, pourquoi pas. Une autre mention, c'est que Alibaba est en train de lancer AliExpress Connect. Alors Alibaba, c'est un énorme géant du
commerce, de l'e-commerce en Chine. AliExpress, c'est un site de vente en direct des vendeurs locaux, notamment en Chine, qui était connu, on va dire, par les spécialistes, mais assez peu utilisé en général. Et ben, AliExpress Connect est un service qui va aider à la connexion entre les influenceurs et les marques sur AliExpress, de manière à envahir l'Europe, et ils espèrent attirer 100 000 créateurs, voire plus, cette année, en se concentrant sur l'Europe. Donc vous risquez de commencer à avoir de plus en plus des créateurs divers et des influenceurs vous vanter les mérites de tel ou tel produit qu'on peut trouver sur AliExpress. J'imagine, Jérôme, que tu es allé t'inscrire immédiatement parce que c'est entièrement, enfin c'est pas automatisé, mais c'est pas quelqu'un qui vous contacte. Vous allez vous inscrire, vous dites ce dont vous êtes intéressé, ce qui vous intéresse, et les marques vous contactent ensuite par l'intermédiaire de ce service, ce qui est assez intéressant, assez intelligent. Jérôme, tu es prêt ? Oui, mais en fait, j'étais complètement passé à côté de la news, donc non, mais c'est intéressant, mais oui, bah de toute façon, aujourd'hui, moi, c'est un de mes grands chevals de bataille. Aujourd'hui, il y a un énorme gap. Il y a plus de marchands, il y a plus de vendeurs puisque tout le monde achète en ligne. Les influenceurs sont devenus finalement les vendeurs. D'une certaine façon, mais qui sont aussi dans de l'information. Mais les flux financiers, parce qu'un vendeur, il est payé pour vendre, les flux financiers sont encore à créer. Aujourd'hui, pour la plupart des marques et des distributeurs, les influenceurs sont une force de vente. Donc, ceux qui l'ont compris, et Amazon en tête, ça leur a permis de vendre beaucoup, oui. Ouais. Donc là, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est la systématisation de la procédure. Là, tout passe sur le site, un petit peu comme Uber, quoi. Tu t'inscris, tu fais ton truc, tu mets ton compte, et puis les gens te contactent, les vendeurs te contactent, et puis c'est plus une agence qui fait ça, c'est directement sur le site. Je trouve ça très intéressant. Ouais, il faut voir justement les parts de revenus. C'est ce que je me méfie toujours de ça, et parfois une bonne vieille discussion avec une marque, main dans la main et dans les yeux, parce que là, j'ai un peu peur des middlemen dans ce genre de truc. Bah, on va pas se mentir, j'imagine bien que c'est pas pour les plus gros influenceurs qu'ils ont fait ce service, tu vois. Les gros, comme toi, Jérôme, évidemment. Les gros, je veux dire les gros influenceurs, pas les personnes en surpoids. On peut être les deux, hein. Et ils ont des contacts directs avec les marques. J'entends Corben qui reste bien silencieux, ce qui confirme que lui, il est un gros influenceur qui n'utilise pas ce type d'artifice. On le contacte directement. Non, mais c'est un peu une bétaillère à influenceur, quoi. C'est le problème de ces trucs-là, c'est qu'il va y avoir un boire. Ça sera pas qualitatif, c'est impossible que ce soit qualitatif, aussi bien en termes de retour que, en termes, même pour Alibaba, ça va être de la merde. Ils vont payer des trucs. En tout cas pour les clients d'Alibaba, les marques, etc. Elles vont payer des trucs. Elles vont être rapidement dégoûtées, quoi. Donc après, je pense que ils vont peut-être mettre en place des filtres ou des choses pour monter en gamme, mais après t'as les notes comme sur tous les services de ce type, les notes, les reviews. Ouais, c'est un peu ça. Puis c'est un peu comme les bannières pub. Tu sais, quand tu diffuses ta bannière pub chez Google AdSense, voilà, tu payes, mais tu sais pas sur quel site t'es diffusé, quoi. Donc tu peux le savoir après coup, mais des fois t'es diffusé sur des sites de merde. Ouais. Et inversement, tu as des sites très bien qui diffusent des publicités de merde. Donc ça va être un peu le même truc, je pense. Ouais, il y a un petit peu plus de contrôle parce que tu sais à qui tu vas donner ta pub. Tu t'inscris en tant qu'influenceur et la marque te contacte. Donc tu sais de quel influenceur il s'agit. Les marques sur Alibaba, elles sont chinoises, elles ne nous connaissent pas. Elles vont juste regarder des stats qui peuvent être trafiqués. Enfin, tu vois, c'est pas. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, et c'est un marché assez malsain, celui qu'on appelle le marché des micro-influenceurs, qui est souvent de l'échange produit. T'es rarement payé. Et en fait, ces trucs-là existent déjà. Et moi, je me suis inscrit pour voir sur 2-3 plateformes françaises. Et juste pour raconter une anecdote, que le public soit au courant. C'est le genre de truc, une marque qu'on ne citera pas, mais qui fait du fromage à raclette, te dit de faire 3 stories sur Instagram avec le fromage à raclette où tu es heureux avec tes amis, la charcuterie doit être présente, tu vois, tu as un brief publicitaire, hein, et ta récompense, c'est le fromage de raclette.
Voilà, c'est un peu ce genre de truc, quoi. Mm. Donc, quand tu vis chez papa-maman et que tu as 14 ans, c'est tout bénef pour toi. Mais c'est évident que c'est des trucs. Et il y a beaucoup d'abus. Moi, ça me choque. Il y a de l'abus sur ce marché des micro-influenceurs. Il faudrait que tout ça soit encadré, en fait. Ouais. Bon. C'est vrai. Écoutez, quelques news un petit peu plus rapides. D'abord, il semblerait que Huawei ait accumulé 2 ans de puces américaines. Vous savez qu'il y a évidemment un combat commercial entre les États-Unis et la Chine qui interdit l'utilisation de produits américains aux sociétés, notamment à Huawei. Et donc, ils auraient accumulé, stocké 2 ans de puces, notamment d'Intel, pour le cas où les choses empirent encore. Alors évidemment, ça a des soucis, ça veut dire que c'est des puces qui, dans 2 ans, auront 2 ans. Ça ne tient que 2 ans, mais ils préparent les choses. La taxe sur les géants du numérique aurait rapporté 350 millions d'euros cette année. Alors c'est moins que prévu, mais c'est quand même peut-être un début. On a tellement parlé pendant des années et des années de l'évasion fiscale de ces sociétés ou de l'optimisation fiscale en fonction de la manière dont vous regardez les choses. Et ben voilà, les débuts de la taxe qui part à ces pratiques critiquables, ça a rapporté un petit peu d'argent. Stitcher a publié pour la première fois un rapport sur le podcasting avec 10 ans de données. Ça veut dire que ça commence, on va dire, au milieu de la vie du podcast, parce que bien sûr, vous le savez, ceux qui écoutent l'émission depuis Azeroth.fr savent que le vrai podcast a commencé en 2005-2006. Mais bon, 10 ans, c'est pas trop mal. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la croissance est extrêmement stable depuis le début, que ça s'est jamais démenti, qu'il y a eu une petite chute bien sûr au début de la pandémie, qui commence à se résorber, et surtout que on a moins d'écoute pendant les moments de transport, mais plus à midi. Donc si vous êtes en train de m'écouter de chez vous à midi, je vous fais un bisou. Sur ces trois sujets, quelque chose à dire, où on parle déjà de Stop Covid pour conclure l'émission ? Allons-y, conclusons. Un mot pour dire que en Chine, le gouvernement commence déjà à penser à utiliser les applications de contact tracing, de suivi de contact pour la pandémie, qui ont été développés pour la pandémie, pour d'autres choses. Vous vous souvenez de l'application qui vous dit si vous êtes en vert, en jaune ou en rouge, et en fonction de votre couleur, vous avez le droit de faire différentes choses. À l'origine, c'était pour protéger les gens de la contagion. Les gens qui étaient susceptibles d'avoir été contaminés avaient une couleur qui leur interdisait l'accès à certains services. Et là, ils commencent à l'utiliser pour d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ils sont en train d'implémenter un code de l'honnêteté, par exemple, qui vous donne droit à différentes choses. Ça a déjà été utilisé pour lutter contre certaines associations locales ou ce genre de choses. Bref, disons que c'est pas si étonnant pour la Chine, parce qu'il y a déjà des systèmes qui sont en place qui font plus ou moins la même chose, donc c'est pas comme si c'était une découverte pour la Chine qu'il y a ce type. On a longtemps parlé du service de crédit social, etc. Mais ce que ça met en exergue, c'est à quel point il est important pour les applications de traçage d'être écrites dans les règles de l'art et en faisant bien attention à protéger la vie privée de leurs utilisateurs, ce qui est le cas essentiellement pour les applications développées en Occident, en tout cas pour celles qui utilisent les API d'Apple et Google, et il semble, d'après les premières études pour l'application Stop Covid, qui est l'application française, qui n'utilise pas l'API de Apple et Google, donc elle est plutôt protectrice de la vie privée d'après les premières études. Donc pas vraiment inquiétante si vous voulez l'installer. Évidemment, le gouvernement ne l'installe pas sans que vous ne soyez au courant, contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là en total fake news. Ce qui est installé, c'est avec les mises à jour d'iOS et Android, la possibilité d'utiliser ces API sont implémentées dans les mises à jour pour que ces applications puissent fonctionner. Mais il n'y a rien de fonctionnel jusqu'à ce que vous installiez vous-même volontairement l'application.
Ensuite, la question qui se pose, c'est la question de l'efficacité de cette application. Étant donné qu'elle n'utilise pas le service développé par Apple et Google, ce qu'on a vu, c'est qu'elle marche de manière très intermittente, ce qui vient s'ajouter à tous les autres problèmes qui se posent pour l'efficacité de ces applications par principe, l'efficacité possible, la faisabilité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont l'installer, qui peuvent l'installer. Bon, ça reste un gros point d'interrogation, l'efficacité de ces applications, mais ce qu'on peut dire à ce stade, en tout cas c'est mon impression, elles sont plutôt sécurisées chez nous en Occident. Enfin, je ne vais pas parler pour les États-Unis qui ont des décisions spécifiques pour chaque État, mais en Europe en tout cas, et en France en particulier, au niveau de la protection de la vie privée, on est plutôt tranquille. Ouais, je pense que c'est dommage. Enfin, moi, je pense qu'il y avait des choses intéressantes à faire, et puis notamment en France, oui, ça s'est quand même un peu pris les pieds dans le tapis au niveau européen. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu, voilà, je trouve un truc européen. Une concertation, tu veux dire? Ouais. Mais il y a eu des concertations, il y en a eu plein. Oui, elles ont foiré. C'est pas vraiment qu'elles ont foiré. Elles ont développé le protocole Robert, qui est le protocole qu'a choisi la France, mais qui n'est pas compatible avec le système mis en place. Non, mais j'explique pour les auditeurs qui peut-être ne sauraient pas, qui n'est pas compatible avec le système mis en place par Apple et Google. Et donc, certains pays européens ont décidé de switcher sur le protocole Apple-Google pour que leurs applications fonctionnent comme elles sont censées fonctionner. Pour une raison qu'on ne s'explique pas, la France a décidé de rester sur le protocole Robert, qui du coup n'a pas un accès propre au Bluetooth et donc ne peut pas toujours savoir si on est à côté d'un autre téléphone ou pas. Et donc pour le traçage des contacts, forcément ça marche pas bien parce que il marche, on va dire 1 minute sur 5 ou 1 minute sur 2 ou Dieu sait quoi. Et donc forcément on peut pas tracer correctement. Ouais. Je sais pas si toi t'es très à cheval sur les questions de sécurité, Corben. Alors moi, Stop Covid, c'est compliqué d'en parler parce qu'à la fois le bug bounty est fait par Yeswyak, donc voilà. En full disclosure, je vous le dis. Donc ça, c'est plutôt positif. Le bug bounty est fait par J'explique, les gens ne connaissent pas peut-être pas forcément. Le bug bounty est fait par ma société. D'accord. Voilà, donc c'est dans ce cas, bien parce que ça permet. En tout cas, on sait qu'elle est testée. Donc elle va être testée, donc ça va pas être une passoire. Donc ça, c'est plutôt cool. Plutôt positif. Après, sur l'efficacité de la chose, moi je suis assez dubitatif. Est-ce que ça a marché? Est-ce que les gens vont l'installer? Est-ce que, comme tu disais, là, l'histoire de protocole, c'est pas forcément super fiable, etc. Est-ce que c'est pas du fric dépensé pour rien? Mais après, en soi, l'application Stop Covid, elle me dérange pas du tout parce que les gens ont le choix, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que tu as le choix de l'installer ou pas. C'était pas forcé, donc quelque part, il n'y a pas de il y a pas d'obligation et donc il n'y a pas d'intrusion dans ta vie privée, surtout que ça a l'air très bien fait en termes de respect de la vie privée. Enfin, ils ont fait gaffe là-dessus, donc voilà, pour l'instant, moi j'observe le truc. Après, on verra plus tard ce que ça donnera. Si ça dérive comme en Chine, il faudra peut-être élever un peu la voix, mais en tout cas ça n'a pas l'air parti pour. Donc, c'est ça le truc avec tous les yeux qui sont rivés sur l'application, c'est que les données qui sont collectées aujourd'hui sont incroyablement difficile à utiliser pour autre chose que ce pourquoi c'est prévu. Et je suis prudent quand je dis ça, mais si j'étais pas prudent, je dirais c'est impossible. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller le code source de l'application, qu'il faut voir parce qu'il faudrait changer l'application pour en faire quelque chose pourquoi elle n'est pas prévue. Et donc ça se verrait. Donc à ce stade, on est clairement on est plutôt en sécurité d'après nos premières estimations. Là où c'est incroyablement dommage, c'est que le fait de ne pas utiliser le système établi par Apple et Google empêche le fonctionnement normal sur, en tout cas, la plupart des sur tous les téléphones iOS et une bonne partie des téléphones, une partie des téléphones Android. Et donc, elle peut juste pas fonctionner normalement. C'est comme si l'application n'était active qu'une partie du temps. Et il faut qu'elle soit active tout le temps pour fonctionner. Et donc, cette obstination est assez difficile à comprendre. Peut-être que c'est parce que on s'est bien rendu compte que même les applications
qui fonctionnent correctement, c'est-à-dire qui sont actives tout le temps et qui peuvent capter les signaux des téléphones voisins tout le temps, et ben même ces applications n'ont qu'une utilité très très relative, et donc peut-être que le gouvernement s'est dit on va en faire un symbole, et un symbole du combat contre les géants américains, ce qui est ironique parce qu'ils utilisent des technologies américaines quand même dans l'infrastructure. Donc bon, reste. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix? Ouais. Je pense que c'est un choix de relations presse. En France, Google et Apple sont tellement stigmatisés que si ils ont fait là où je pense qu'il y a une grosse erreur, c'est que il en a fait un cheval de bataille de dire on passera pas par Google et Apple. Et du coup, il s'est retrouvé tout seul au milieu du gué européen avec sa bite et son couteau, avec personne. Il s'est trouvé coincé par sa propre phrase en disant non, on passera pas par. Il aurait dû dire. On verra, tu vois, mettre un peu de nuance, tu vois, pour pouvoir se retourner sans perdre son honneur, entre guillemets. Après, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est que l'application fonctionne bien, ou est-ce que le plus important, c'est de dire, vous voyez, la France fait des choses... Ouais, voilà. C'est ça l'ironie, et c'est pour ça que je dis, si ça se trouve, ils se permettent de rester sur cette posture, parce qu'ils savent bien que l'application ne sert pas à grand-chose. Toutes les expériences qu'on a vues dans les autres pays ont conclu que l'utilité de l'application de traçage était au mieux anecdotique. Elle servait à quasiment rien. C'est ce qu'on constate, hein, c'est factuel. Et c'est tellement ironique parce que on n'est pas particulièrement, je crois, dans cette émission, on regarde les choses en face, et quand il y a des choses à dire sur les géants américains, je pense qu'on dit, même si on les apprécie, même si on est obligé de les utiliser, on a les yeux ouverts sur ce que c'est. Et là, on est dans une situation où c'était le moment de ne pas suivre cette décision dogmatique. C'était le moment où justement ils pouvaient être utiles et où ils étaient meilleurs, plus efficaces que tout le reste, et où ils protégeaient la vie privée. Donc ça, c'est... Enfin bref, on en a déjà parlé à plusieurs fois. La vie est un long fail tranquille. La quoi, pardon, Corben? La vie est un long fail tranquille. Voilà. Mais je pense que moi, ce qui m'attriste, qu'elle soit pas efficace pour ce qu'on vit en ce moment, mais je pense qu'un des enjeux du futur, notamment pour la recherche médicale, c'est le data. Et que, bien évidemment, qu'on ne veut pas donner nos données santé de déplacement aussi facilement, mais beaucoup de chercheurs en médecine te diront aujourd'hui qu'on pourrait résoudre énormément, ça ferait faire de grands progrès à la médecine, qu'on puisse travailler sur du data médical à des échelles mondiales ou à des échelles de pays, et ce genre de choses. Et ça aurait été un bon crash test finalement, et une bonne manière de commencer à faire accepter que on arrive à faire des applis complètement sécurisées au niveau de la vie privée, etc., et qui sont utiles pour la recherche en médecine. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Jérôme, parce que justement le système d'Apple et de Google est tellement protecteur de la vie privée que ces études ne sont pas possibles. Et l'une des motivations du gouvernement français est qu'avec le système qui est clairement anonymisé de Robert, on peut faire des études statistiques et on peut justement étudier, alors je ne sais pas spécifiquement ce qu'on peut étudier, mais c'est utile pour les recherches médicales, et c'est l'une des justifications pour lesquelles ils ont choisi d'utiliser ce système plutôt que le système d'Apple. Donc peut-être que tu donnes toi-même en fait la réponse à ce choix qui était, ils se sont dit peut-être que c'est plus important d'avoir... C'est les scientifiques qui ont poussé à garder un système suffisamment ouvert pour avoir du data pour la médecine, quoi. Anonymisé, mais statistiquement utilisable. Alors que dans le cadre du système Apple et Google, on peut rien en faire. Les données ne sont même pas... sont toutes sur le téléphone, donc il n'y a rien qu'on peut faire. Bon, écoutez, on va conclure cet épisode. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné malgré une incertitude initiale. On ne savait pas exactement ce qu'on allait pouvoir comprendre. J'espère qu'on a pu quand même un petit peu comprendre, analyser et expliquer pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces auditeurs ont soif de comprendre encore plus, ou peut-être de suivre les aventures de Bert dans Mountain Blades? Jérôme, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est un jeu spécifique qui a été développé par moi à Multilame. Justement, où est-ce qu'on te retrouve?
Eh ben, on me retrouve sur Nowtech, la chaîne YouTube. Et effectivement, puisque j'en ai parlé, je commets maintenant des lives sur Twitch à une nouvelle chaîne qu'on a ouverte sur Twitch qui s'appelle Nowtech QG, comme le quartier général. Et on y fait, on fait pas que du jeu d'ailleurs, on fait des divers lives. On fait pas les lives du matin qui pour l'instant restent sur YouTube, mais peut-être que dans l'avenir, on va voir. On essaie de simplifier notre offre live parce qu'on en a un peu de partout. Ça marche. Et Jérôme Kainborg sur Twitter. Corben, où es-tu ? Ouais, alors moi j'ai étendu mon domaine, mon domaine internet. Toujours le blog, corben.info, Twitter, etc. Bon, ça vous connaissez. Mais alors maintenant je suis sur TikTok. C'est un truc de ouf. Je fais des petites vidéos TikTok pour me détendre, c'est cool. Et je suis sur Twitch aussi depuis la semaine dernière. Ça fait quoi, 5 ou 6 jours que je suis sur Twitch. Et je stream mais comme un gros porc parce qu'en fait je stream tout ce que je fais. Donc en fait je bosse normal. Moi je joue pas, donc je bosse normal. Je fais pas des émissions, je me prends pas la tête. En fait, c'est ta webcam. C'est ma webcam, c'est un peu de la télé-réalité si vous voulez. Vous pouvez discuter avec moi en live. Je lance le truc. Des fois, il y a des trucs qui se passent. Voilà, je teste des trucs, je fais ma veille. J'insulte les mecs sur Twitter en live. Enfin, je fais ma vie, quoi, en fait. Je fais comme d'hab, si tu veux, donc ça me prend pas du temps. Donc, je peux streamer fastoche 5-6 heures de suite. Tranquille, peinard, même sans me dire bon là ça fait trop longtemps que je joue, faut que j'aille bosser parce qu'en fait c'est le premier Twitch où les gens travaillent, où je travaille, donc venez me voir travailler et voilà. Magnifique. Et donc Corben sur Twitch Corben aussi. FR le Twitch. Corben FR, très bien. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vois que tout le monde est sur Twitch. Il est pas impossible que j'y mette un nez de temps en temps depuis une semaine, mais t'as pas une chaîne ? Je me suis abonné à un Twitch, moi. Oui, non, mais parce que je fais quasiment rien. C'est vraiment 1 heure par semaine. Attends, et en plus, je t'ai hébergé sur ma chaîne, donc t'as intérêt à faire du contenu. Ah merde, ok, d'accord. Bon, ouais, t'es hébergé, hein. Non, mais j'en parle vraiment pas parce que c'est un truc que je fais juste pour me marrer, tu vois, pour pas jouer tout seul. Oui, non, donc, mais moi, c'est un peu le principe de Twitch, ouais. Justement. Hein. C'est le live sans conséquence pour moi, Twitch. C'est un peu ça, ouais. Donc, Twitter, Facebook et Instagram, je suis NotePatrick. Vous pouvez aller sur Instagram pour suivre mes aventures, mes petites analyse en direct, plein de petites choses. Et puis frenchspin.fr, bien sûr, pour les réactions à cette émission, sur l'article de cet épisode. Et évidemment, alors là, je fais une petite pause. Évidemment, patreon.com/rdvtech, si vous voulez suivre l'émission, si vous voulez soutenir l'émission, si vous appréciez ce qu'on fait, si on vous fait rigoler, si on vous informe, si on vous apprend des choses, si on vous est utile. Eh ben peut-être que tout ça, ça vaut bien un petit $. Si vous pensez que c'est le cas, quand vous rentrez chez vous, cling, Patrick, les clés dans le petit bol, ou quand vous allez au frigo pour faire une pause de boulot, chlouk, ça c'est le frigo qui s'ouvre, chlouk, je prendrais bien un petit verre d'eau. Faut que je pense à Patrick. Donc patreon.com/rdvtech, ça prend 1 minute et demie, 2 minutes maximum, et ça a permis à l'émission d'exister. Et en plus, vous avez des bonus, des contenus spécifiques, plein de petites choses. Donc patreon.com/rdvtech. Et n'oubliez pas ça va permettre à Patrick de s'acheter un nouveau frigo, parce qu'un frigo qui fait slouch, c'est quand même un petit peu inquiétant. Le frigo, il est venu avec la maison, il doit avoir 40 ans, là, donc il faut faire quelque chose. Mais slouch, c'est pas un bon son pour un frigo. Et n'oubliez pas la newsletter, frenchspin.fr/newsletter pour la newsletter publique. Si vous n'êtes pas patriote et que vous n'avez pas déjà accès à la newsletter privée, vous pouvez avoir la newsletter publique qui va être publiée bientôt, qui est assez sympa, frenchspin.fr/newsletter. Et tous les liens, bien sûr, sont dans les notes de l'émission, donc vous n'avez pas besoin de retenir tout ça, vous allez voir dans les notes de l'émission, sur votre téléphone ou sur le site, et vous avez accès à tout. On vous remercie de nous avoir écoutés, et on vous donne rendez-vous dans une petite semaine. Ciao à tous! Cet épisode est sponsorisé par BPI France. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis convaincu que les PME et les ETI françaises, c'est des trésors d'énergie et de volonté. Et justement, Gardez le cap, c'est un nouveau podcast quotidien court de BPI France où des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises françaises nous parlent de leurs expériences et de leurs initiatives pendant la crise sanitaire et comment ils préparent l'après. Et ils nous expliquent comment ils ont géré des moments un peu compliqués pour la boîte et comment ils ont participé à l'effort collectif, souvent avec beaucoup d'ingéniosité et d'initiative.
Alors, si vous voulez un peu d'inspiration et d'optimisme made in France, et je crois qu'on en a peut-être pas mal besoin en ce moment, je vous propose d'aller vous abonner au podcast Gardez le cap.